Mais parce que moi, Pico, je l'aime. J'ai pris un garçon. Un garçon. Je suis un peu fan de Pico Bog. Et j'ai vu qu'il y avait un nouvel album qui était paru, là, qui s'appelle Un calme fou. Donc c'est le dernier en date, hein, c'est une longue série. Pico, ça fait un moment aussi qu'il existe. Et on retrouve dans cet album les personnages habituels. Donc Pico, petit garçon. Alors tu parlais de facétie tout à l'heure. Pico, pour moi, c'est le symbole de l'espièglerie. Il est assez facétieux comme ça. Enfin, c'est un personnage, moi je trouve, auquel on peut s'attacher, et pour le coup à tout âge. Enfin, je trouve que, et même pas forcément trop jeune, parce qu'il y a, j'y reviendrai, mais il y a quand même des c'est pas si enfantin en fait. Donc il y a Pico, qu'on reconnaît, hein, ses cheveux ébouriffés, son côté espiègle, un peu réponse à tout en fait. Sa petite sœur Anna, moi je l'aime bien aussi parce qu'elle a un fichu caractère. On retrouve les parents. Et dans cet album, les amis de Pico et Anna. Donc pour Pico, c'est son copain Charlie. Pour Anna, c'est Norma. Et comme dans les autres albums, c'est une succession de scénettes. Donc plus ou moins, ça peut faire une demi-page ou jusqu'à 2-3 pages. Mais il y a un fil conducteur. Et là, le fil conducteur, il me fait rire. C'est Anna, elle est hyper tendue. Elle rêve d'être choisie pour... le premier rôle d'un film qui doit être tourné dans son école. Et le premier rôle, attention, c'est le rôle d'une enfant fleur. Alors c'est un film pour le ministère de l'Éducation, voilà. Et c'est pour le premier rôle, c'est un enfant fleur, je retrouve plus, qui va grandir grâce au savoir en fait. Mais il y a une formule qui est assez drôle si je la retrouve. Je l'avais écrite. Bref, elle veut absolument avoir le rôle de l'enfant fleur. Et Pico, lui, il est aussi un peu paresseux, Pico, quand il s'agit de faire des travaux pour l'école. Et il doit inventer un personnage de fiction, un récit de fiction. Ah oui, l'enfant fleur qui grandit grâce à l'engrais du savoir. J'adore, c'est beau ça. Donc elle, elle est tendue pour être choisie pour le casting. Et Pico, lui, il use de sa paresse pour éviter l'écriture de son récit de fiction pour l'école. Et on va retrouver les ingrédients, mais qui, pour moi, font la réussite de Pico. C'est qu'il y a énormément de jeux sur les mots. Il y a aussi, moi, ce que j'adore, c'est les scènes où... par leur raisonnement, que ce soit Pico ou Anna, ils désarment totalement leurs parents. Et un seul regard à la fin suffit pour... Ils ne peuvent plus rien dire, quoi. Moi, ce que j'aime, je vous lis juste, même si c'est une BD, c'est pas facile, c'est l'épisode des notes. Parce que Pico, il a quand même des fois des mauvaises notes. Donc il y a une page qui s'appelle Notes, et c'est Pico à côté de sa maman, et la maman regarde le cahier avec la mauvaise note. Et elle n'est pas très contente. Elle lui dit: tu as encore une mauvaise note en maths. Alors là, échange de regards, comme souvent dans Pico. Et voilà pas que Anna rapplique. Et elle dit ceci: moi, quand j'ai une mauvaise note, j'ai l'impression que ce n'est pas seulement ce que j'ai fait qui est mal noté. Puis elle parle plus fort. C'est tout mon être qui est mal noté, et ça me rend furieuse. Donc les deux autres se tournent. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Et bien sûr, ça va aider Pico, parce qu'il y a une solidarité entre les deux enfants. Ah, mais voilà le fin mot de l'histoire, dit-il. Maman, tu nous as fait. Alors, quand nous avons une mauvaise note, tu as l'impression que c'est ton être qui est mal noté. C'est ça, hein. Alors, il se met contre elle. C'est ça, hein. Allez, maman, ne sois pas furieuse contre toi. Ton être est très bien. Et moi, ça me fait rire. En fait, voilà. J'ai une tendresse toute particulière pour ces personnages de bande dessinée qui peuvent, je pense, c'est pas forcément à lire, ce que je disais tout à l'heure, trop jeune, parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexion et de subtilité. Et quand ça fonctionne, Pico, c'est des lecteurs ados qui peuvent s'en emparer et y prendre beaucoup de plaisir. Mais ce que j'aime bien dans Pico, justement, c'est cette... fragilité de l'enfance, mais qui est contrecarrée par le langage, par les mots, par les jeux de mots.
Et ça, c'est intéressant aussi que de montrer qu'on peut dévier la méchanceté ou dévier les mauvaises influences juste en parlant, en fait. Mais il y a des scènes comme ça où quand sa petite sœur se fait embêter, parce que bien sûr, elle va pas avoir le rôle de l'enfant fleur. C'est une petite fille beaucoup plus superficielle de la classe qui l'a eu. Et donc, il y a des remarques, en fait. Mais c'est normal que tu l'aies pas eu. En gros, tu pouvais pas faire l'enfant fleur, quoi. Et Pico se rapproche et lui, par les mots, il va justement réussir à retourner la situation, à défendre sa sœur, mais par le langage et en maniant l'humour, pour le coup aussi. Parce qu'avec les jeux sur les mots, les autres, ils ont plus en face, ils sont secs, quoi. Oui, mais d'avoir justement un bon sac de mots, ça nous permet, enfin là c'est une petite leçon de vie, aussi, ça nous permet de se défendre. Et savoir garder son humour, ça peut nous protéger aussi. Et je crois, alors tu vas me dire si je me trompe, mais Anna, elle a eu aussi une BD pour elle. Oui, elle a ses propres albums. Il y a Anna qui existe aussi en tant que, sur des albums avec son nom à elle. Très bien. On n'attendait que toi. Après tout. Non, puis là, il y a eu vraiment beaucoup d'ouvrages fort sympathiques et très drôles. Alors moi, je vais repartir sur les livres pour plus grands, on va dire les grands ados, les lycéens, avec mon premier, au départ je pensais pas que ça serait un coup de cœur et que j'ai quand même beaucoup aimé, qui est sorti récemment en 2022 et qui s'appelle Colloques et autres catastrophes, en sous-titre une comédie dramatico-romantique, et de Gwendoline Resson chez Fleurus. Alors, ce livre, quand j'ai vu le titre, la couverture, mais c'est d'ailleurs un peu le propos du livre, c'est qu'il ne faut pas avoir de préjugés, se fier à la première apparence. J'ai pas été forcément très emballée en me disant je vois à peu près ce que ça peut être. Bon, c'est un livre, on peut le comparer d'ailleurs au roman d'Anne Persin au niveau de l'humour, et en fait c'est là où ça fait vraiment, elle est très très drôle, cette autrice, dans les dialogues qui sont vraiment bien menés. Ça fait penser aussi au journal intime c'est Journal intime de Louise Renison, de Georgia Nicholson de Louise Renison. Et en fait, c'est ce que tu disais, Cécile, souvent. Alors là, c'est encore une narratrice, fille, capucine. C'est souvent le cas. C'est la narratrice, donc celle qui raconte à la première personne, parce que comme ça, elle peut plus facilement avoir un langage d'ado et qui fonctionne auprès justement des adolescents. Et puis il y a ce côté, en effet, raconté au jour le jour, et le côté, encore une fois, journal intime qui marche bien. Alors Capucine, elle a 16 ans et demi. Elle va enfin réaliser son rêve, parce qu'elle va quitter sa Lozère où elle est lycéenne. Elle va faire sa première rentrée, donc en première, dans un lycée parisien, où elle va donc commencer une nouvelle année donc scolaire et vivre chez sa mère, qui est une artiste un peu fantasque et comédienne, et quitter son père, qui est prof de français dans un collège de Lozère, qui est plutôt psychorigide. Elle va en même temps laisser un peu tomber, mais bon, à cet âge-là, c'est pas trop grave, sa petite sœur qui est un petit peu embêtante, Zoé, et elle va enfin pouvoir donc découvrir la vie parisienne. Donc ça commence comme ça. Mais bien entendu, tout ce qu'elle idéalisait va pas se passer du tout comme prévu. Et c'est là où va y avoir ensuite plein de rebondissements, de quiproquos, et de malentendus. C'est-à-dire que sa mère, qui est comédienne sur le retour, mais elle a un contrat en terre Adélie. Donc elle va pas lâcher, la terre Adélie c'est loin, mais elle a que ça à se mettre sous la dent. Donc elle doit partir en terre Adélie pendant 6 mois. Donc elle propose à Capucine, mais elle dit t'inquiète pas, j'ai une vieille cousine qui va s'occuper de toi, tu seras pendant 6 mois dans un appartement avec elle, tout va bien se passer. Bon, il se trouve que cette vieille cousine a 27 ans, bon, elle s'appelle Solange, mais elle a 27 ans, qu'elle est malgré son âge immature et égoïste, et qu'elle a des allures de Barbie. Et en fait, on va très vite, je trouve que l'écrivaine a réussi à faire que Capucine, on est très vite, en tant que lecteur, solidaire de ce qui lui arrive. Alors, elle a un côté au début qui est un petit peu énervant, peut-être de première de la classe, mais elle va devoir gérer en fait cette coloc un peu toute seule, et elle va devoir s'émanciper petit à petit, et donc elle va évoluer pendant tout le long du roman, parce qu'elle va se retrouver à tout gérer.
Et puis aussi, elle va s'enferrer dans des mensonges qui vont prendre des proportions plus ou moins importantes parce que d'un côté, elle va pas oser dire à son père que sa mère n'est pas là, qu'elle est en terre à Delhi parce que sinon, elle veut pas revenir en Lozère. Donc, elle va mentir à son père. Elle va aussi mentir à sa mère parce qu'en fait, le loyer, enfin parce que le loyer, enfin, elle va mentir à sa mère, le loyer n'est pas payé puisque il y a rien qui passe de la terre à Delhi. Enfin, c'est difficile, donc pas de paiement. Donc, elle va mentir à l'agent immobilier qui passe tous les jours voir où c'en est pour le loyer. Et voilà, il va y avoir plein de situations cocasses. Et en fait, on rit beaucoup dans les dialogues qui sont vraiment bien menés. Et en même temps, bon, à côté de Capucine, Solange, il y a un portrait d'autres personnages qui gravitent autour de Capucine et qui sont aussi, qui vont évoluer, qui sont aussi drôles. Il y a une voisine, notamment une vieille voisine, qui au départ, on a l'impression qu'elle est très acariâtre. Et en fait, on va se rendre compte que elle est très sympa. Bon, elle a une flopée d'animaux avec elle. Elle a plusieurs chats, un chien, un pigeon. Mais en fait, elle est assez seule. Ses enfants viennent pas la voir. Et elle, c'est pas qu'elle se méfie de tout le monde, c'est qu'elle voudrait simplement, elle se méfie parce que comme ses enfants viennent pas, elle se dit tous les jeunes sont comme ça, mais elle voudrait tout simplement avoir un peu de compagnie. Et donc, il y a aussi sur les relations, on voit sur les relations intergénérationnelles. Il y a un jeune autostoppeur qui est un beau garçon, très sympathique, mais complètement largué, qui va venir dans la coloc. Il va y avoir aussi des scènes très drôles. Donc voilà, donc c'est fait avec humour et il y a une manière aussi de faire ce roman, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup aussi on voit des passages de textos, d'emails, donc ça marche bien auprès des jeunes et qui fait que c'est un mélange entre le journal intime et puis aussi il y a ce côté très vaudeville. À un moment donné, on tombe dans le vaudeville un peu à la Feydeau. Donc je vais vous lire justement juste un extrait de l'ouvrage. C'est un email que Capucine envoie. Alors c'est marrant parce que donc elle est en colloque avec Solange, mais elle lui envoie des emails quand elle n'arrive pas non plus à communiquer. Donc il y a plein d'autres manières de communiquer et justement sur la gestion du quotidien. Alors je trouve que ce livre qui encore une fois il y a quand même un ton très léger, mais il y a aussi c'est là où on voit que c'est tout. Les adolescents ont envie de vivre en coloc. Enfin, notre première souhait, dès qu'on commence à aller au lycée, on dit vivement que je pourrais vivre ma coloc. Et c'est là qu'on voit que c'est pas si simple que ça. Et il y a toutes les tâches quotidiennes aussi. Donc, on entre vraiment dans le quotidien de Capucine. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment aussi pour elle, ça va être une quête initiatique de pouvoir passer cette année scolaire en gérant le lycée, une poupée de Barbie de 27 ans, tâches quotidiennes, c'est la cuisine, c'est le ménage, payer son loyer. Et en fait, ça prend beaucoup de choses sur, encore une fois, le ton léger pour dédramatiser en fait cette indépendance que les adolescents souhaitent avoir à un moment donné. Alors le passage, là, ça parle aussi du coup un petit peu d'écologie. Donc elle envoie parce que Solange ne comprend vraiment rien. Donc là, c'est écrit comme un email. Donc c'est from capucinedesmanges@orange.fr, tout chat78@gmail.com. Sujet: toi aussi, sauve un ours. Alors, je vais être rapide. Donc, chère Charlotte, je suis vraiment impressionnée par les progrès phénoménaux que tu as fait en conscience écologique et sauvegarde de la planète. L'opiniâtreté avec laquelle tu persistes à vouloir que l'on recycle des pots de yaourt vides alors que l'humanité, toujours en retard sur toi, n'est pas encore en mesure de les transformer est admirable, presque émouvante. J'ai aussi constaté avec quel soin tu triais désormais le verre et réunissais tes cadavres de bouteilles de bière et de rhum dans de grands sacs pour que de bons ouvriers les transforment en abat-jour ou rideaux de douche. Le soin avec lequel tu les déposes par terre à côté des bacs de poubelle est touchant. Mais je devine le désappointement qui doit être le tien quand tu les retrouves intacts au même endroit en rentrant du travail qui est barré de soirée. À moins que tu n'en t'en rendes pas compte, car c'est vrai, tes sacs finissent toujours par disparaître au bout de plusieurs jours. Hélas, il faut que tu apprennes la cruelle vérité. Ce ne sont pas les gentils ouvriers recycleurs qui viennent les chercher, mais quelqu'un qui, n'en pouvant plus de les voir par terre, finit par les jeter dans une poubelle verte avec le tout venant mettant fin à toute opportunité de recyclage pour elle. Ainsi va la vie, Charlotte, douloureuse et injuste. Toutefois, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sache que si tu sors avec ton sac plein de bouteilles vides et que tu parcours environ 50 mètres sur le trottoir, tu trouveras sur ton chemin une drôle de cabane grise au bord arrondi, équipée de tout petits hublots.
Cette petite cabane est très gentille. Elle recueille les bouteilles et les bocaux en verre et les donne ensuite aux gentils ouvriers chargés d'en faire des toiles cirées ou des appuis-têtes de voiture. Voilà, c'est très simple. Tu glisses une à une tes petites bouteilles dans les gentils houblons et hop, tu sauves un ours de la banquise. Je suis sûre que tu aimes les ours de la banquise. Gros bisous. Ta coloc qui t'aime, Capucine. Voilà, donc il y a ce ton-là. Et en fait, ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est qu'on va voir tous les personnages vont évoluer et les uns avec les autres, en fait. Donc, sous encore une fois ce ton léger, on apprend plein de choses aussi. Enfin, il y a sur les relations internationales, il y a les relations avec les parents. Enfin, pour les adolescents, je trouve que c'est un livre qui est léger, mais à la fois voilà, qui peut donner confiance, finalement, confiance en eux, ce qu'ils n'ont pas à cet âge-là. Donc voilà, colloque et autres catastrophes. Et je vais partir sur le deuxième coup de cœur. Alors le deuxième coup de cœur, donc là c'est ni un héros ni une héroïne, c'est une bande dessinée qui s'appelle À peu presque de Marc Dubuisson. Et c'est donc c'est édité chez Delcourt en 2021. Alors Marc Dubuisson, c'est un auteur belge d'une quarantaine d'années qui est aussi dessinateur de presse. Donc, il dessine des strips dans Les Échos notamment, et donc il va croquer l'actualité, les faits politiques avec beaucoup d'humour. Et il a écrit aussi, il a publié, en tant que dessinateur, des livres pour la jeunesse. Et donc, à peu presque, moi, c'est une BD qui m'a fait vraiment rire parce qu'il y a, donc je vais vous montrer, c'est toujours le même principe, ce sont des scénettes d'une page. Donc voilà, si on voit. Donc c'est net d'une page avec des petits bonhommes en bâton. Donc c'est des dessins très simples, pratiquement pas de décor. Et c'est toujours il y a 6 cases dans une planche et à chaque planche une nouvelle histoire. C'est un mélange de. Alors, ce que je trouve bien aussi, c'est que voilà, ces petits personnages, ces petits bonhommes en bâton, ça montre aussi aux jeunes que il n'y a pas besoin de. Enfin, avec des dessins simples, on peut faire de la bande dessinée. On n'a pas besoin vraiment de savoir dessiner. Mais par contre, dans les bulles, il a des textes très incisifs. Alors, en fait, il va jouer dans ces planches entre le passé et le présent, parce que donc il va à la fois j'ai perdu. Oui, il transpose en fait des problématiques d'aujourd'hui qui peuvent être graves, mais qu'il va aborder avec beaucoup d'humour. Donc ça peut être sur l'écologie justement, sur le sexisme, sur la question aussi du racisme. Et il invite des personnages de l'histoire, de la grande histoire, l'histoire avec un grand H, pour parler en fait de ces faits de société actuels. Donc il joue, en fait, ça fait penser à Astérix, alors pas du tout dans le dessin, mais parce qu'il joue beaucoup sur les anachronismes et les jeux de mots. Et alors moi je trouve que les textes sont vraiment par moments très hilarants et c'est vraiment très très pertinent. Ça peut être complètement un peu déjanté, mais c'est toujours, je trouve, très pertinent. Donc on va avoir comme exemple, alors on va retrouver donc Galilée, Christophe Colomb, il y a les Vikings, les hommes préhistoriques. Donc il y a vraiment toutes les périodes de l'histoire. Et par exemple, on va avoir des cavaliers au XVIIIe siècle qui discutent sur les influenceuses mode et beauté qui sévissent sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a toujours ce jeu de décalage. Et du coup, quand on parlait, ça me fait penser, quand on parlait de l'humour, alors, moi j'ai vu dans les livres qui se vendent le mieux, ou en tout cas, quand on fait des statistiques, quand on demande aux jeunes ce qu'ils préfèrent comme type de livre, c'est les livres humoristiques ou les bandes dessinées. D'ailleurs, les BD humoristiques ont beaucoup de succès auprès d'eux. Les mangas aussi, où il y a beaucoup d'humour, mais notamment dans les mangas pour ados. Le problème, c'est que nous, en tant qu'adultes, on n'a pas le même humour et c'est difficile de trouver des livres où en fait on va rire qu'on soit adulte ou jeune. Et je trouve que cette bande dessinée, elle réussit justement à faire qu'on va pouvoir rire qu'on soit adulte ou plus jeune sur les mêmes choses. Alors il y a aussi, donc je parlais des cavaliers, mais il y a aussi par exemple des chevaliers qui vont se questionner sur le tri sélectif, qui sont face à un château fort, alors idée donc culte sur le tri sélectif, ou encore va y avoir des esclaves par exemple qui
construisent les pyramides et en fait qui sont au bord du burn-out parce que ils en peuvent plus quoi, des conditions de travail. Enfin voilà, c'est toujours un peu la même chose. Les pyramides, c'est toujours la même forme. Et en fait, c'est très drôle. Voilà comment à partir de scènes ou de périodes historiques, il arrive à parler et à croquer des faits de société actuels avec humour. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Alors ça fait penser bien sûr à Silex and the City, au BD voilà, de Jules dans le ton. Mais voilà, donc c'était... là, je trouve que cette BD, elle est très caustique et compréhensible par tous. C'est ce qui fait sa qualité. Voilà pour mes 2 coups de cœur. Merci beaucoup. Là, je trouve qu'on a un super bon panel de propositions sur notre challenge, l'humour. Encore une fois, c'était pas évident. Croyez-moi, on a ramé. Mais oui, tu disais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le lectorat ado cherche quand même ce type d'ouvrage. Et pour le coup, moi, quand j'achète les romans, c'est vrai que j'en trouve pas. Enfin, c'est pas vraiment les livres qui me sont proposés au tout début. C'est plutôt des romans dystopiques ou sur la guerre, encore une fois sur le harcèlement. Et en fait, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, mais c'est vrai que quand on n'est pas bien dans sa tête, on va pas naturellement vers des ouvrages, BD, romans qui sont joyeux, légers. Mais c'est peut-être ça le médicament en fait, c'est d'aller contre cette ambiance intérieure et de se forcer à aller voir justement ce type de BD ou ces romans. Prendre de la distance, ça peut être utile et on peut le faire grâce à ces livres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui travaillez, je rappelle, avec des collégiens, des lycéens, puisque vous êtes documentaliste. Alors moi, je travaille avec des grands, avec des lycéens, et c'est vrai, je crois qu'aussi, c'est toujours une question également d'offre éditoriale, peut-être bien, parce que justement, enfin même on voit entre eux, ils vivent des situations qui peuvent être très dures et ils ont besoin, il y a ce besoin d'effet miroir à l'adolescence, donc de retrouver justement ce qui leur, oui, tous les émois de l'adolescence, enfin les questions qui se posent à cet âge-là, mais entre eux, ils ont souvent, ils rient aussi beaucoup, il y a beaucoup d'ironie, et je pense que c'est pour les écrivains, c'est pas facile aussi. Il y a peut-être la difficulté aussi comme on dit toujours que les films comiques sont bien plus difficiles des fois à réaliser, enfin, ou les comédiens qui vont dire il est bien plus difficile de jouer un rôle dramatique qu'un rôle comique, quoi, de faire rire. Et je pense peut-être pour les écrivains, c'est aussi compliqué de faire rire sans que ça soit trop léger. Moi, encore une fois, dans Catastrophe et non, Colloque, pardon, et autres catastrophes, je me suis dit bon là, ça va être un côté un peu léger, mais pas très profond, et puis un peu stéréotypé. Et en fait, là, elle a réussi à lier les deux et à vraiment aussi rassurer, comme je disais, à faire quelque chose de drôle, où on prend du plaisir à lire et en même temps où il y a un sujet, il y a un sujet qui peut concerner l'adolescence sur l'émancipation, l'indépendance, etc. Accéder à la maturité. Mais je pense que oui, il y a encore une fois, pour moi aussi une question d'offre éditoriale, et que si, on le voit très bien, hein, les bandes dessinées, encore une fois humoristiques qu'on peut avoir, elles marchent très très bien auprès des élèves. Alors je sais pas, bon vous, ou par rapport aux collégiens aussi que vous pouvez avoir, parce qu'il y a encore une fois une différence entre les jeunes collégiens, puis quand on arrive au lycée. Bon, qui sait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur cette question? Je suis d'accord avec toi, mais au sens où je pense que c'est dur pour un auteur, en fait, ou une autrice de se lancer en disant je vais faire un livre drôle pour les adolescents, enfin même pour adultes, enfin un livre drôle, en fait. Je pense que c'est vraiment pas facile à écrire. C'est quelque chose qui est pas toujours partagé, en fait, l'humour. Et je sais pas, je pense qu'au collège, il y a un cap, que ce soit au niveau de l'offre éditoriale, mais en fait, dans les albums pour petits, enfin, c'est beaucoup le ressort. L'humour, il y en a énormément qui font rire. Les petits romans aussi. Les romans pour les collégiens, début de collège, on va trouver beaucoup de romans drôles, enfin, ou en tout cas supposés être drôles. Et puis la bascule, là,
là, à partir de 13 ans, d'un seul coup, ça devient plus compliqué, en effet. Alors, ça va être un peu ce qu'on a présenté là, avec des touches d'humour par moment, ou sur des sujets plus sérieux, des touches d'humour, un personnage qui va être drôle, mais un roman complètement drôle, je pense que c'est dur à écrire, en fait. Ça doit être très dur, oui, être drôle et sérieux à la fois, avoir cette légèreté, mais sur un sujet assez profond. Mais effectivement, on en avait parlé de cette bascule d'offres littéraires pour les jeunes collégiens et après qui se transforme et qui disparaît un petit peu de... Qu'est-ce que tu en penses, toi, Catherine? Ouais, il y a deux choses qui me viennent, parce qu'il y a vraiment la bascule au niveau du collège, effectivement, je dirais sixième, pour le coup, assez tranché, sixième, cinquième, et après, quand on arrive en quatrième. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'en fait aussi, les plus jeunes, ils demandent souvent conseil pour des titres drôles, et on en a à leur proposer, je pense. Alors souvent d'ailleurs avec le registre aussi animalier, je sais pas, des séries comme le journal de Gertie par exemple, des séries qui marchent très bien, mais ils nous le demandent aussi. Et alors que je trouve qu'après, quatrième, troisième, on l'a moins, nous aussi, comme sollicitation. Et peut-être que, moi, par exemple, je me dis, des fois, je passe peut-être à côté aussi de la recherche, parce que c'est pas évident, il n'y a pas une offre, j'ai pas l'impression qu'il y ait une offre très importante, parce qu'on a quand même eu toutes du mal. Mais c'est vrai qu'aussi, des fois, moi, je me dis, c'est pas une demande que j'ai quand ils sont plus grands. Mais par ailleurs, et souvent, moi je trouve que le ton, là où c'est plus juste, c'est quand il y a justement une association entre un ton, de l'humour et aussi une réflexion. On parlait d'Anne Persin, la série du Comment bien rater ses vacances ou autre. Elle était intéressante aussi pour ça, c'est-à-dire qu'il y avait des scènes, pour le coup là, il y avait des scènes comiques, vraiment qui sont mémorables. Enfin, on les a même après dans la Love Story, la scène de la baignoire, par exemple. Moi, je me rappelle, en fait. Mais c'était des touches. Je crois que c'est réussi quand c'est comme ça, en fait. Ou alors peut-être complètement déjanté, mais après, il faut trouver quelque chose qui soit de qualité. C'est pas si évident. Moi, à mon sens, je ne connais pas, hein, peut-être que ça existe, mais je ne connais pas de collection qui soit dédiée à l'humour, en fait, parce que même dans Exprime de Sarbacane, là, c'est pas une collection du tout dédiée à l'humour, c'est toujours en filigrane et léger, et c'est pas du tout quelque chose qui est revendiqué chez les éditeurs. Enfin, c'est difficile à concevoir, peut-être. Alors, s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de maison d'édition qui le publie, hein, de toute façon. Oui, mais je pense qu'en fait, chaque ouvrage ici a une résonance de la vie de l'auteur, des réminiscences de ses souvenirs. Et là, justement, le journal d'Aurore, chacun peut s'y retrouver dans la difficulté d'être à cette période-là. Et je crois qu'en fait, il faut garder au plus profond de nous-mêmes, cher contre notre cœur, ce petit enfant qu'on était, cet adolescent qu'on était. Et je pense que certains auteurs savent merveilleusement bien le retranscrire. Et c'est pour ça que du coup, il y a une empathie qui se fait. C'est ce que tu disais au sujet de Pico Bog. Autant les adultes que les enfants peuvent s'y retrouver. Et moi, je parle de livres doudou, mais ceux-là, c'en est en fait. Oui, oui, encore une fois, les héros qu'on trouve dans ces livres, on aimerait bien qu'ils fassent partie de notre famille ou de notre bande d'amis. Oui, non, c'est juste que je trouvais que tu faisais une belle conclusion parce que je pensais que j'avais lu quelque chose, enfin, une interview il n'y a pas très longtemps de Gudule. Et Gudule disait exactement la même chose par rapport à au livre qu'elle voulait écrire, parce qu'elle avait gardé, elle dit, il faut garder aussi cet âge de l'adolescence, et ce qu'elle voulait, c'était dans l'humour. Voilà, elle se souvenait d'elle, comment elle était aussi. C'est pareil pour les livres de Marie Desplechin. Bon, il y en a qui peuvent être, qui sont très profonds, où il y a cet humour-là. Et après, je pense que ce qui est difficile, c'est qu'il faut...
comme c'est des adultes qui écrivent pour les jeunes, pour les adolescents, le type d'humour à cet âge-là n'est pas du tout le même. Il faut avoir gardé aussi ce regard enfant, si on l'a pas, parce qu'on a encore une fois un autre humour, donc c'est une gageure de le faire, mais finalement, ou pas du tout. Tout à fait. Mais je me disais, dans la littérature jeunesse, il y a quand même pas des auteurs qui sont très marquants depuis toujours. Et il y a Roald Dahl, les ouvrages de Roald Dahl, et c'est très humoristique, Roald Dahl. Enfin, Roald Dahl fait partie des plus grands auteurs de littérature jeunesse. Et il y a aussi les livres de Sampé Goscinny, Le Petit Nicolas. Et donc, c'est vrai que voilà, ces auteurs-là qui sont quand même, qu'on lise tous quand on est au collège et depuis des générations en générations, ces livres sont lus. C'est des livres humoristiques, quoi. Mais qui apportent plein de choses sur la découverte de l'adolescent, du jeune, la construction en tant que jeune, et fait avec humour et gravité. Ouais. Merci pour ces conseils de lecture, ce retour sur l'humour dans la littérature jeunesse. À votre avis, l'année prochaine, on refait une vidéo La Voix des Docs? Qu'est-ce qu'on va faire après l'humour? À vous de choisir le thème. Hein. Mais merci beaucoup pour ceux qui auront regardé cette vidéo. Et vous pouvez la conseiller à tous les profs que vous rencontrerez sur votre passage. Ça peut être un soutien quand vous êtes en manque de bibliographie. Et merci encore à Aurélie, à Catherine, Cécile et Valérie. Au revoir.